Ces images familières de rencontres fraternelles entre Européens sont le résultat d'un long combat qui a connu ses heures de gloire et ses échecs, mais qui a toujours été animé du même rêve. Ce rêve d'une Europe en marche, c'est celui de voir un jour les nations européennes cesser leur lutte pour créer une union sans précédent dans l'histoire des hommes. « 1945. Partout en Europe, les canons se sont tus. Après 5 années de cauchemar. L'Europe est en ruine. Le nationalisme et ses excès ont conduit l'ensemble du continent à s'entre-déchirer et à provoquer la mort de 40 millions d'êtres humains. Cette folie meurtrière avait déjà pris toute son ampleur au siècle précédent. De plus en plus de peuples s'identifient à leur pays. L'exaltation du sentiment national, enflammée par les campagnes napoléoniennes, fera du XIXe siècle une période de révolution et d'affrontement. À Sarajevo, le 28 juin 1914, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est l'étincelle qui met le feu aux poudres. L'engrenage des alliances provoque la Première Guerre mondiale. L'Europe sera le champ de bataille de ce conflit d'un type nouveau. Cette guerre, qui ne devait durer que quelques jours, va s'éterniser durant 4 longues années. 4 années d'affrontements sanglants qui vont mettre à mal le prestige européen et causeront la mort de plus de 8 millions de personnes. En 1919, la conférence de Versailles rassemble les vainqueurs pour redessiner l'Europe et faire en sorte que cette guerre soit la der des der. Le nouveau tracé des frontières du continent sera pourtant à l'origine de nouvelles frustrations. À la fin des hostilités, 2 nouveaux venus, les USA et l'URSS, passent à l'avant-plan sur la scène internationale. À l'Est, dans toute l'ancienne Russie tsariste, un nouveau régime est mis en place. Après la révolution d'octobre 1917 et la guerre qui l'a suivie, Lénine a su imposer le système communiste sur ce territoire immense. L'Union soviétique est née. À l'Ouest, les États-Unis ont pris leur place de leader mondial. Manhattan, l'Empire State Building ou encore Hollywood symbolisent l'extraordinaire réussite du modèle américain. Il semble que la croissance soit infinie et que l'avenir sourit à une grande partie de la société. Or, l'ensemble du pays vit à crédit. Le rêve américain se brisera un jeudi d'octobre 1929. Le krach de Wall Street provoque une crise sans précédent dont les répercussions seront planétaires. L'Europe est frappée de plein fouet par les conséquences de cette récession boursière. La pauvreté s'installe rapidement. Le terrain est maintenant fertile pour la montée des régimes autoritaires. L'Europe des démocraties ne riposte pas et assiste, impassible, à la préparation d'un nouveau cataclysme mondial. La guerre fait à nouveau poindre son spectre sur l'ensemble du continent européen. « 1942. Le Troisième Reich a étendu son influence sur la quasi-totalité de l'Europe. Hitler tente de mettre en place un modèle européen sous l'emprise de la race aryenne. Une Europe épurée de tout ce qui n'est pas conforme au modèle nazi. Les
Soviétiques et les Anglais vont s'allier pour organiser la lutte contre l'Allemagne et réduire à néant les ambitions du Führer. Les troupes de l'armée rouge, accueillies en véritables libérateurs dans les pays de l'Est, vont rapidement se transformer en armée d'occupation. Après la joie de la libération, les frontières du continent doivent à nouveau être retracées. Staline impose le système soviétique dans la plupart des États satellites de l'URSS. Le rideau de fer tombe sur l'Europe et va provoquer la scission du continent pendant près de 50 années. L'opposition est muselée, la démocratie supprimée, l'économie planifiée et dictée depuis Moscou. Le président américain Truman refuse de voir une Europe affaiblie succomber entièrement au communisme. Il pousse les États-Unis à se positionner comme le défenseur du monde libre. Le plan établi par George Marshall va dans ce sens. Il propose une aide financière visant à redresser l'économie européenne. Cette offre, rejetée par les pays de l'Est, suite aux pressions de Moscou, est acceptée par 16 États européens. Entre 1948 et 1952, une manne globale de 13 milliards de dollars leur est accordée. Cette somme va contribuer largement à la relance économique de tout l'Ouest européen. À la demande des Américains, les États bénéficiaires devront s'entendre entre eux pour organiser la répartition de l'argent et l'évaluation des besoins de chacun. Une structure de gestion, l'OECE ou Organisation européenne de coopération économique, est mise en place. La première institution européenne est née. Partout, des groupes en faveur d'une Europe unie s'organisent. Ceux-ci fusionneront pour former le mouvement européen. Le Premier ministre anglais Winston Churchill, en 1946, avait déjà encouragé la constitution des États-Unis d'Europe. Il prend la tête des États généraux de l'Europe qui se tiennent à La Haye, en 1948. Ceci rassemble quelques 800 délégués en provenance de tous les pays du continent. On se met alors à rêver d'une Europe unifiée, politiquement et économiquement. Ces visionnaires peuvent s'inspirer de l'histoire qui a déjà vu l'Europe s'unifier à différentes époques et sous différentes formes. Par ses conquêtes, Jules César transmet à ses successeurs un empire qui, au IIe siècle déjà, aura atteint son étendue maximale et annexé des territoires immenses. Ces vastes étendues sûres et sans entrave permettent la circulation des biens et des richesses. Le latin s'impose à tous comme langue commune. Une monnaie unique, le denier, facilite le commerce. Les mêmes lois régissent la vie de tous les citoyens romains. Enfin, un seul chef politique, l'empereur, dirige et orchestre l'administration de ces territoires où une armée bien structurée assure la sécurité intérieure et celle des frontières. Une période de désordre généralisé succède à cet empire prospère et pacifié qui vivra pendant près de 5 siècles. C'est en 800, sous Charlemagne, que l'Europe occidentale retrouvera pour quelques années seulement un semblant d'unité politique et administrative, avant de sombrer pour plus d'un millénaire dans les divisions de l'affrontement. Ce n'est qu'au XIXe siècle que Napoléon formera par la force et des alliances un vaste empire qui ne durera que peu de temps. Mais plus que n'importe quel empereur, ce seront les artistes et les intellectuels qui façonneront l'identité européenne. L'Europe sera le creuset d'hommes de génie. Shakespeare, Michel-Ange, De Vinci, Mozart, Erasme, Dante ou Voltaire seront autant d'esprits qui, parmi tant d'autres, donneront un éclat admirable à la culture européenne. Du temps des cathédrales jusqu'au siècle des Lumières, en passant par la Renaissance, les mouvements culturels traverseront l'Europe de part en part, sans se soucier des frontières. Le rêve d'une Europe unie et démocratique semble prendre forme à la conférence de La Haye, le 5 mai 1949. L'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Irlande et le Luxembourg participent au comité des ministres et à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Ils siègent à Strasbourg, ville symbole des rivalités franco-allemandes, et le Belge Paul-Henri Spaak en prend la présidence. Les députés sont placés au sein de l'hémicycle par ordre alphabétique afin d'éviter que des groupes nationaux ne se constituent parmi les congressistes. Le but de cette nouvelle organisation
est la réalisation d'une union plus étroite entre ses membres. Les résultats, eux, seront plus que décevants. L'attitude de l'URSS inquiète de plus en plus l'Europe de l'Ouest. La prise de pouvoir des communistes à Prague en février 1948, ou encore le blocus de Berlin, vont attiser la peur du rouge. Partout en Europe, on va chercher différents moyens pour éviter que la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise. Le 28 septembre 1948, Paul-Henri Spaak, alors ministre des Affaires étrangères belge, prononce un discours qui connaîtra un retentissement mondial. En pleine session de l'ONU, il s'adresse aux représentants de l'Union soviétique et lui explique pourquoi les pays occidentaux craignent son pays. C'est la peur. La peur de vous. La peur de votre gouvernement. La peur de votre politique. Et si j'ose employer ces mots, c'est parce que la peur que j'évoque n'est pas la peur d'un lâche, n'est pas la peur d'un ministre qui représente un pays qui tremble, un pays qui est prêt à demander pitié ou à demander merci, non. C'est la peur que peut avoir, c'est la peur que doit avoir un homme quand il regarde vers l'avenir et qu'il considère tout ce qu'il y a peut-être encore d'horreur et de tragédie et de terribles responsabilités dans cet avenir. La flamme qui nous brûlait à San Francisco rejaillira claire et vivante. Alors, nous pourrons de nouveau espérer dans les destinées du monde. Prenons ce nouveau départ ensemble. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mais il est temps. Seuls, les Européens seront incapables de résister à la force de l'armée rouge dans l'hypothèse d'un conflit. Les gouvernements commencent à négocier une alliance militaire avec les États-Unis. Les signataires du traité de l'Organisation Atlantique Nord, qui réunit les États-Unis, le Canada et 10 pays européens, affirment l'éventualité d'une assistance mutuelle dans le cas d'une agression contre l'un de ces États signataires. L'ombre de la guerre semble désormais s'éloigner avec la mise en place d'alliances et d'un certain équilibre des forces. Mais pour instaurer une paix durable, un véritable rapprochement des peuples est nécessaire. Jean Monnet, commissaire général au plan dans le gouvernement français, a compris que l'Europe avait besoin de réalisations concrètes sur des points limités pour réduire les souverainetés nationales. L'idée est simple. Il propose de mettre en commun les productions allemandes et françaises du charbon et de l'acier sous une autorité supranationale. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, se fera l'écho de cette proposition. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Ce projet révolutionnaire retentit à travers toute l'Europe et différents gouvernements répondent à cet appel. Les accords sont signés le 18 avril 1951 à Paris. L'Italie et les pays du Benelux, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg s'associent à ce que l'on appellera bientôt la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Par une idée simple et très pratique, les États-Unis d'Europe connaissent leur premier balbutiement. La haute autorité, avec à sa tête Jean Monnet, dirige et organise la gestion de cet organe européen. Un conseil des ministres, une cour de justice et une assemblée complètent les institutions de cette nouvelle organisation. Un passeport européen est établi pour les fonctionnaires de ces institutions d'un type nouveau. Paul-Henri Spaak reçoit très officiellement le premier exemplaire de ce sauf-conduit européen. Monsieur le Président, Monsieur Giaquero, Mesdames et Messieurs, j'accepte d'autant plus volontiers ce passeport que, comme vous l'avez entendu, il est tout à fait illégal. Et que le premier résultat sera de me faire mettre en prison dans les 6 pays de la communauté chaque fois que je voudrais m'en servir. Car il ne peut être remis qu'aux membres de la haute autorité, aux juges de la Cour et aux fonctionnaires de la communauté, 3 qualités que je ne possède pas. Mais ça va créer évidemment des incidents particulièrement intéressants et spectaculaires, car à partir de demain, je ne compte plus me servir que de cela, et nous verrons ce qui arrivera.
Ce nouveau marché devient effectif en 1953. Le 10 février, un premier train de charbon franchit librement les frontières, suivi quelques semaines plus tard par un train chargé d'acier. Jean Monnet peut se féliciter de la concrétisation d'un rêve qui ne fait que commencer. Nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Les échanges de charbon et d'acier ne cessent de croître dans les 6 pays. Et cet accroissement rend possible le maintien des prix à leur niveau le plus bas. Ainsi, l'expansion économique, l'intérêt du consommateur et la sauvegarde de la paix vont de pair. Ce qui est en voie de réussir pour le charbon et l'acier doit être poursuivi jusqu'à son aboutissement, les États-Unis d'Europe. L'unité des peuples européens est le grand espoir et la chance de notre époque. Nous ne sommes qu'au début de l'effort que l'Europe doit faire pour connaître enfin l'unité, la prospérité et la paix. Flux et reflux en Corée aux abords du 38e parallèle. Les Alliés l'ont à peine atteint à nouveau à l'ouest et à l'est que les Rouges contre-attaquent dans le secteur central. Et les avions harcèlent les troupes au sol. Et les bombes au napalm sème la destruction dans les cantonnements ennemis. En attendant la conférence à 4, la lutte continue. En 1950, la guerre de Corée éclate. Les États-Unis, assistés de plusieurs pays occidentaux, décident de réagir face à l'attaque de la Corée du Sud par la Corée communiste soutenue par la Chine de Mao. Cet affrontement, même très éloigné, augmente encore la peur du communisme en Europe. Pour Jean Monnet, il est clair que la CECA n'est qu'une première étape dans la construction européenne. Le contexte d'inquiétude généralisée le pousse à proposer un autre programme pour organiser la défense de l'Europe. Ce nouveau plan est connu sous le nom de Pleven, le ministre français de la Défense de l'époque. L'idée est de construire une armée européenne de 100 000 hommes à laquelle prendrait part l'Allemagne. Les ennemis d'hier seraient réunis dans une même structure de défense. Un accord constituant la Communauté européenne de défense est signé en mai 1952 entre les pays de la CECA. Il suffit désormais que cet accord soit ratifié par les parlements nationaux. Cérémonie à l'Arc de Triomphe. Le président Laniel et M. Pleven, ministre de la Défense nationale, rendent hommage aux combattants de l'Indochine. Sans respect ni du lieu ni du moment, des adversaires de l'armée européenne prennent à partie le président du Conseil. La même foule houleuse maintient dans la bousculade pendant une demi-heure le ministre Pleven violemment interpellé. Démonstration inconcevable qui soulève en France une émotion générale. En France, les mouvements communistes et gaullistes s'unissent pour s'opposer à la constitution de cette armée européenne. L'Hexagone bascule dans la controverse idéologique et la rue devient parfois le théâtre des affrontements entre sédistes et antisédistes. Alors que les autres pays avaient presque tous ratifié les accords de Paris, le Parlement français rejette le projet. La concrétisation d'une armée européenne sera enterrée durant près de 50 années. L'Allemagne finira par être réarmée et ses hommes équipés de tout nouveaux uniformes seront intégrés dans les forces du pacte atlantique dès 1955. L'échec de la CED est une énorme déconvenue pour tous les dirigeants qui avaient placé tant d'espérance dans les progrès de la construction européenne. Ceux-ci ont compris que pour s'enflammer pour la cause européenne, les peuples avaient besoin de projets concrets. Ils retournent à leur point de départ, l'économie. Paul-Henri Spaak se montre le plus audacieux. Il propose une union douanière et une intégration économique pour les 6 pays de la CECA. Les responsables européens réunis à Messine discutent de ce projet qui, après de longues négociations, sera finalisé par un accord. Le 25 mars 1957, c'est au Capitole, à Rome, que les représentants de chaque pays signent le traité instituant la Communauté économique européenne, la CE. Le chancelier Adenauer pour l'Allemagne. Les ministres Martineau pour l'Italie. Bech pour le Luxembourg. Luns pour les Pays-Bas.
Pinault pour la France et pour la Belgique, Paul-Henri Spaak, le grand inspirateur de cette politique de coopération européenne. La mise en place du marché commun correspond avant tout à une fantastique union douanière sans précédent dans l'histoire de l'Europe. À cette époque, il n'était pas rare de passer des heures aux postes frontières et les amendes sur l'importation d'alcool, de tabac ou des objets de valeur étaient fréquentes. Avec le traité de Rome, les frontières entre les Européens doivent au terme de 12 années se lever pour aboutir à la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Le développement du commerce entre États est l'objectif majeur de ce nouveau marché commun. Au lendemain de la signature du traité de Rome, les Européens ne se réveillent pas différents, même si les nouveaux organes d'information de la communauté tentent de montrer que quelque chose a changé dans leur vie de tous les jours. Les marchandises, les capitaux ainsi que les travailleurs pourront circuler librement dans les 6 pays du marché commun. Et pourtant, les traités de Rome, ces traités de paix économique, firent moins de bruit que le moindre souffle d'une starlette. L'établissement du marché commun est passé inaperçu. Quelque chose avait changé et nous ne le sentions pas. Les seuls marchés que nous connaissions étaient ceux-ci, des échoppes, des étals, des maraîchers que nous appelions par leur nom. Il y avait désormais autre chose, un marché à l'échelle européenne, plus vaste, à la mesure des temps que nous vivons. Le marché commun est un fait révolutionnaire. C'est aussi la première révolution pacifique dans l'histoire de l'humanité. Ni heurts, ni violence, ni occupation militaire, rien qu'une union librement consentie. C'est là sa force et le secret de sa réussite. Le marché commun bouleverse insensiblement nos habitudes, à table, dans notre vie quotidienne. Chacun produit et vend ce qu'il a de meilleur. Appareil photographique allemand, parfum français, cristal belge. L'intérieur de nos maisons est devenu une petite société des nations. Chaque pays accepte de mettre en œuvre des politiques communes dans des domaines essentiels comme l'agriculture, les transports ou le commerce extérieur. Des nouvelles institutions sont mises en place pour gérer cette part de souveraineté que les États européens abandonnent. Un conseil des ministres qui rassemble les dirigeants de chaque pays, une cour de justice, une cour des comptes, un organe de consultation et de décision, l'Assemblée parlementaire commune à la CECA, dont Robert Schuman est le président, et enfin, un organe d'exécution et de proposition, la Commission. La Commission s'installe à Bruxelles et rassemble rapidement quelques 5000 fonctionnaires en provenance des 6 pays de la communauté. Elle est dirigée par un ancien ministre allemand, le professeur Hallstein, qui donne une perspective optimiste à la future Europe. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft macht zurzeit keine Schlagzeilen. Das ist nicht schlecht, das ist gut. Denn es bestätigt noch einmal die Bedeutung der großen Entscheidungen, in denen nichts Geringeres gelungen ist als die Vollendung der Europäischen Zollunion unter den 6 Ländern und die Vollendung der gemeinsamen Agrarpolitik. Am spektakulärsten ist aber das, was im Verhältnis der Gemeinschaft zu ihrer Umwelt, zu ihrer geografischen Umwelt, sich im Augenblick tut. Ich meine, die wachsende Neigung, vor allem unserer europäischen Nachbarn, sich auf dauerhafte Weise mit unserer Gemeinschaft zu verbinden. Wir haben also alle Hände voll zu tun und sind guten Muts und unbeirrt. Le lancement du marché commun profite d'une période de boom économique sans précédent dans l'histoire. La jeunesse européenne peut grandir dans un climat d'insouciance matérielle et occuper tous ses loisirs au rock'n'roll et à l'imitation de ses idoles.
9 août 1945, le monde entre dans l'ère de l'atome. Cette extraordinaire arme de destruction trouvera rapidement de plus heureuses applications dans le monde civil. Convaincus que l'Europe ne peut rester étrangère à cette avancée décisive, les 6 approuvent à Rome la mise en place de l'Euratom. La fonction de cette nouvelle institution européenne est de veiller au développement de l'industrie nucléaire. La mise en commun de lourds investissements pour le développement de centrales et de laboratoires de recherche devrait permettre à l'Europe de se doter d'un vaste réseau nucléaire civil. On se met à rêver sur les perspectives de l'utilisation de l'atome dans la vie de tous les jours, comme dans ce film de promotion de l'Euratom, très années 60. Nos pays ne cessent d'augmenter leur importation d'énergie. Notre production de charbon et de pétrole ne progresse pas assez vite. Heureusement, l'atome vient prendre la relève des combustibles fossiles. Ces plantations devront peut-être un jour leur opulence à de petits avions mus par un moteur atomique. Mais pour l'instant, l'encombrement des réacteurs ne permet de songer qu'à la propulsion de gros navires. Et ce n'est pas de sitôt que nous voguerons en hors-bord atomique. Par contre, puisque dans 10 ans, les centrales nucléaires produiront en abondance de l'électricité, notre vie quotidienne sera bientôt facilitée par une profusion d'appareils ménagers. En fait, l'Europe de l'énergie sera un échec. La CK est frappée de plein fouet par la chute des cours du pétrole et les fonds trop faibles accordés à l'Euratom ne lui permettront pas de progresser suffisamment.